Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Je suis Christelle Womo et aujourd'hui je voulais parler avec vous de mon quotidien en tant qu'infirmière de salle d'op. Donc en gros, je vais vous amener dans mon monde. Voilà, mais avant tout, je veux faire un petit coup de gueule. En fait, les gars, qu'est-ce que ça vous coûte de mettre un like, de laisser un commentaire, de vous abonner? C'est gratuit, ça ne coûte rien, c'est free. Prenez une seconde de votre temps pour vous abonner, pour liker, partager, me laisser un petit commentaire pour me motiver. C'est gratuit et ça me fera chaud au cœur. Donc aujourd'hui, j'ai pensé nécessaire de partager avec vous mon quotidien en tant qu'infirmière de salle d'op. Je suis sûre que beaucoup de personnes n'ont jamais été dans une salle d'opération, n'ont jamais vu à quoi ça ressemble. Je vous laisse une photo là. Ça ressemble un peu à ça. Et je voulais partager aussi avec vous comment ça se passe pour la prise en charge d'un patient de la salle d'accueil à la salle d'op et après l'intervention jusqu'à la salle de réveil. Je vais pas être longue, je vais pas non plus entrer dans les détails parce que c'est super long. Le travail de la salle d'op, c'est un travail d'équipe. Donc, je vais vous épargner les détails des aides-soignants, des aides logistiques, ceux qui nettoient et tout ça. Je vais vous parler de moi, de ce que l'infirmier de salle d'op fait. Parce que je travaille directement avec l'anesthésie et le chirurgien. Donc, je vais vous parler vraiment de ma prise en charge à moi. Mais derrière, il y a encore toute une autre prise en charge, organisation et tout ça. Donc, je vous parle de moi. Pour qu'on soit un peu... Bref, je vais juste vous faire voir un peu les grandes lignes de ce que je fais de ma journée. Donc, voilà. En fait, moi, quand j'arrive le matin à mon service, avant même de prendre un café, je me dirige directement dans ma salle parce qu'il y a plusieurs salles et chaque infirmier s'occupe de sa salle. Donc, j'arrive dans ma salle, je regarde mon listing, je regarde mon premier patient, je regarde en quoi consiste la première intervention et je vais vérifier tout mon matériel selon l'âge de l'enfant, selon l'intervention en elle-même, selon le poids de l'enfant. Et aussi, je vais communiquer avec l'anesthésiste pour voir si tout ce qui est mis en place pour l'induction, donc endormir le patient en quelque sorte, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'elle est d'accord avec ce que j'ai mis? Est-ce qu'elle est d'accord avec Chic et Chak? Et aussi, il y a une machine qu'on appelle le monito, le respirateur qui sert justement à diffuser les gaz, à contrôler les paramètres vitaux qu'on appelle le moniteur d'anesthésie. Je vous le montre aussi là, ça ressemble un peu à ça, juste pour que vous ayez une idée toujours. Je contrôle si le test de la machine a été fait le matin parce qu'il faut toujours que chaque matin, la machine soit testée avant même de rentrer avec l'enfant dans la salle. Donc, une fois que j'ai fait toutes ces vérifications, je dis à l'anesthésiste que je suis prête. Si l'anesthésiste aussi est prêt et si le chirurgien est prêt, tous les trois, on se dirige alors vers le patient qui est en salle d'accueil avec d'autres équipes infirmiers. Et une fois en salle d'accueil, vu que je travaille en pédiatrie et que ce sont des petits patients, des petits choux, comme on les appelle affectueusement, je dois contrôler tout d'abord. C'est la première chose que je fais. Je dois contrôler qu'il y ait un consentement signé par les parents. Le consentement, c'est la première chose que je vérifie. La première chose. Donc, je vérifie s'il a été signé et si la date est bonne, si c'est la date du jour. Après cela, je procède à une checklist de routine en présence du parent, bien sûr, de l'enfant, du chirurgien, de l'anesthésiste. Je procède à une checklist de routine qui est composée de plusieurs questions qu'on pose. En fait, c'est des questions qu'on connaît. On connaît les réponses au préalable, que ce soit nous ou le parent ou alors le patient. On connaît les réponses au préalable, mais on repose plusieurs fois parce que on veut que la sécurité de l'enfant soit assurée.
Par exemple, ça sert à éviter qu'on aille opérer le pied gauche ou alors que c'était le pied droit, qu'on aille opérer l'œil gauche alors que c'était l'œil droit, ainsi de suite. Et je me rassure aussi que l'enfant a un bracelet à son bras qui correspond à son identification. Et je contrôle aussi que le dossier, c'est la même personne, le bon âge et le bon patient. Donc, je demande à l'enfant s'il est à mesure de s'exprimer, de me rappeler son nom, son âge, pardon, son poids. S'il ne peut pas s'exprimer, je m'adresse aux parents. Donc, voilà, on pose des questions, tout le monde répond, on se rassure que c'est exactement ce qui est. Et la chose la plus importante, surtout quand c'est une anesthésie générale, il faut toujours que je puisse savoir à quel moment l'enfant a mangé pour la dernière fois ou alors à quel moment il a bu pour la dernière fois. En le faisant, on évite d'endormir un enfant avec un estomac plein parce qu'un estomac plein peut créer des vomissements lors de l'induction et créer ce qu'on appelle une aspiration. L'aspiration, c'est quand l'estomac est plein, on vomit et ça va dans les poumons, ce qui est super dangereux pour une anesthésie générale parce que normalement, le corps humain sait gérer l'aspiration quand on est conscient. Mais quand on est inconscient, et il ne sait pas gérer, donc c'est super dangereux. On met vraiment l'accent là-dessus. Est-ce que on a respecté les heures de jeûne? Est-ce que les parents ont respecté les consignes? Donc, tant que c'est pas fait, il est possible qu'on annule carrément l'intervention. Donc, je récapitule. Le consentement, l'identification, le site d'intervention que le chirurgien doit marquer pour pas on aille confondre le membre droit au membre gauche et ainsi de suite. Je vérifie les heures de jeûne, je vérifie aussi l'âge de l'enfant. Une fois que c'est fait, on demande aux parents de faire un câlin au petit chou et alors on peut prendre l'enfant pour se diriger vers la salle d'op. Chemin faisant, on ne reste pas silencieux en fait. On ne reste pas silencieux parce que la salle d'op, savoir qu'on va se faire opérer, c'est super stressant. Elle ressemble un peu à ça, la salle d'op, vous voyez. Donc c'est super complexe, ça fait peur. Du coup, on prépare l'enfant pendant le chemin. On lui pose des questions pour le distraire, pour l'égayer. On lui demande comment ça s'est passé à l'école, comment ça va avec ses amis, ce qu'il aime faire comme sport, c'est quoi sa musique préférée. Et même, on peut aller même jusqu'à lui mettre une petite vidéo sur YouTube avec ce qu'il aime écouter comme musique pour l'égayer, pour le détendre. Et avant, j'ai oublié un truc. Avant, il y a un médicament qu'on peut administrer à nos petits patients quand ils sont super stressés, quand on évalue son anxiété et on se rend compte que il est vraiment, vraiment stressé. On peut lui donner un médicament pour le détendre. Communément, on utilise le midazolam. Ça les détend et ça permet que la prise en charge soit plus facilitée et que l'enfant soit moins stressé. Une fois en salle d'op, l'anesthésiste et moi, on installe l'enfant, on monitorise avec une saturation, un tensiomètre, des électrodes et tout ce qu'il faut. Dès qu'il est installé, on continue à lui parler. Tant qu'il n'est pas endormi, on continue à communiquer avec nos petits patients. On communique. Pendant ce temps, on administre les médicaments, ou que ce soit les gaz, ou alors s'il faut une induction IV, je mets un petit cathéter et on induit notre petit patient. Quand il est endormi et qu'il est tranquille, on continue à le brûler. Le brûler dans le sens où s'il faut d'autres voies, des cathéters centraux ou des péridurales ou des voies artérielles, on le met. Et je m'occupe de cela avec l'anesthésiste jusqu'à ce que l'enfant soit vraiment installé. On contrôle aussi, ça c'est un point important, on contrôle les points d'appui pour éviter les escarres post-opératoires. Donc tout ça est fait, l'enfant est installé et à ce moment-là, les chirurgiens sont appelés pour se laver. Comme vous voyez, si c'est pas un lavage comme à la maison, c'est un lavage chirurgical. Donc dans le sas à côté, ils se lavent, ils se brossent, il y a toute une procédure affichée au mur qu'ils suivent. Une fois que c'est fait, je rentre à salle avec eux et j'ouvre tout le matériel stérilement et je les habille aussi de manière stérile avec des gants qui vont avec leur taille de main. Donc, et en ce moment-là, je procède encore à une autre checklist. En fait, on met beaucoup l'accent sur cette checklist parce que
Ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs qu'on peut commettre. Je refais une checklist qui comporte aussi beaucoup de questions qui concernent l'enfant, le chirurgien, l'anesthésiste. Quand tout le monde est d'accord et que on peut commencer, alors on procède à l'incision. Dès qu'ils sont installés, ils ont incisé. De mon côté, je reste attentive, je reste présente, je tends l'oreille pour anticiper, pour écouter s'ils me demandent de quoi que ce soit. Je suis aussi à l'écoute de l'anesthésiste. Pendant toute l'intervention, je suis présente et entre-temps, je m'occupe un peu de la partie administrative. Je remplis des papiers pour, euh, pour le suivi de l'enfant et pour le dossier de l'enfant parce qu'après, il faudrait que je puisse transmettre à mes collègues ce qui s'est passé en salle pour qu'ils puissent faire un réveil adéquat en fait. Quand c'est fait, que la chirurgie est terminée, on débarrasse les champs, on enlève le matériel qu'on met de côté et je me rapproche avec tout mon Bataclan, on veut dire mon petit matériel près du patient avec l'anesthésiste et on procède au réveil. Endormir un enfant et le réveiller, c'est deux phases super importantes d'une intervention chirurgicale parce que ça demande beaucoup de concentration, d'attention, beaucoup de connaissances, d'anticipation aussi, parce qu'à tout moment, tout peut aller en couille, quoi. Donc, il faut rester concentré, il faut surtout observer son patient et être prêt à agir si quoi que ce soit arrive. Donc, pendant le réveil, on reste concentré, toujours un aspirateur à côté, une aspiration, pardon, à côté, au cas où l'enfant, justement, vomit, on sait jamais. Donc, on reste concentré, on réveille l'enfant, on met dans son lit, on l'achemine vers la salle de réveil. Une fois en salle de réveil, l'anesthésiste et moi, on passe une communication. On transmet à l'équipe du réveil tout ce qui s'est passé en salle d'op, ce qu'ils devront faire pendant le réveil, toujours pour un bon suivi. En ce moment-là, je peux rentrer dans ma salle, j'appelle les techniciens de surface pour nettoyer la salle, je range et je reprépare la salle pour l'intervention suivante, pour le patient suivant, toujours selon son âge et son poids. Et je peux recommencer le processus toute la journée. Donc voilà un peu à quoi ressemble ma journée en salle d'op concernant la prise en charge de nos petits patients. Et dit comme ça a l'air... ça a l'air tout rose, un monde de bisounours avec des éléphants roses, mais non, c'est un travail qui demande beaucoup de technicité et beaucoup de concentration parce que à tout moment, tout peut aller en vrille, quoi. Donc, il faut vraiment qu'on ait tout le matériel à disposition pour que dès qu'un truc survient, tu puisses juste tendre la main et agir en fait. Donc voilà, mais c'est super intéressant parce que travailler avec les enfants, vraiment, c'est ma plus grande motivation. Donc, il faut aimer ce boulot en fait. Donc, je suis en Belgique et je voudrais aussi passer une info. Dans mon hôpital où je travaille, qui est l'UDERF, on cherche activement les infirmières salle d'op. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-moi en commentaire et je vous dirai comment postuler. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner les gars. Abonnez-vous, partagez et likez pour m'encourager. Je fais des bisous. À la prochaine.